tous et ravi de vous retrouver au sommaire de votre journal ce midi. La politique, il participe en ce moment à son premier conseil des ministres, le Tourquenois Gérald Darmanin. Il s'est vu confier le portefeuille de l'action et des comptes publics à seulement 34 ans. Qu'attendent de lui les habitants de sa ville, même s'il va devoir céder son fauteuil de maire? Nous entendrons leur réaction. Gérald Darmanin, qui n'est plus depuis ce matin vice-président de la région des Hauts-de-France, nouvelle fonction oblige. Un conseil régional réuni en séance plénière. En acceptant de faire partie de ce gouvernement en marche, Gérald Darmanin est exclu de fait des Républicains. Cela peut-il changer des choses à la région? Réponse dans ce journal. Lui nous parle d'environnement, d'écologie dans une bande dessinée futuriste. Le Roubaisien Augustin Lebon édite Résilience chez Casterman. Il sera notre invité. Bonjour et à tout de suite. Bonjour. Et puis, joyeux anniversaire à la Coupole d'Elfaux, le musée de Huizerne, consacré à la Seconde Guerre mondiale, fête ses 20 ans. Et nos reporters de 9h50 le matin nous diront tout sur les festivités prévues. Gérald Darmanin est donc arrivé peu avant 11h ce matin pour son premier conseil des ministres, chargé de l'action et des comptes publics. Vous le voyez ici arriver en compagnie de Bruno Le Maire, autre membre des Républicains, nommé dans ce gouvernement inédit à un poste clé à la tête de l'économie. Les deux pensionnaires de Bercy ont posé ensemble pour la photo. Il était un peu plus de 18h hier quand Christian Eckert lui a passé la main. Ce portefeuille, dans ce portefeuille budget, sécurité sociale, fonction publique et réforme de l'État. À 34 ans, le Tourquenois devient l'un des plus jeunes membres du gouvernement. Dans sa ville où c'était jour de marché ce matin, sa nomination était sur toutes les lèvres. Qu'attendent de lui les habitants? Didier Piton et Jean-Marc Grasco. Grand place ce matin, les Tourquenois se réveillent avec le sentiment qu'une page vient de se tourner. Des habitants partagés quant à la nomination de Gérald Darmanin au nouveau gouvernement. Il avait fait pas mal de choses pour Tourcoing et il avait bien redressé. Il était énergique, volontaire. Non, on va le regretter. Mais s'il continue comme il a commencé à Tourcoing et qui est énergique et qui fait ce qu'il a promis de faire, ça serait bien. Ça serait bien. Pour la France, mais pour Tourcoing. Pour Tourcoing aussi. L'espoir de ses habitants que le nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics n'oublie pas sa ville et qu'il continue à s'y investir. J'espère qu'il va continuer à s'occuper de Tourcoing. C'est pas qu'il va l'oublier, mais je pense que ça ne sera pas sa priorité. Sa priorité, ça sera lui d'abord. Il va monter les échelons. Il va devenir, je sais pas, président dans 5 ans. On ne sait pas. Non. Non, puis il change de veste sans arrêt. Non. Non, pour moi, non. Vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Pour la ville de Tourcoing même, je sais pas, je demande à voir. Voilà, je pense qu'on va attendre de voir qui va nommer à la ville. Je ne suis pas sûr qu'il va garder son mandat de maire. Gérald Darmanin devra quitter son fauteuil de maire, mais il se pourrait qu'il siège à la mairie en tant que conseiller municipal. Un statut qui lui permettrait de garder un œil sur cette ville de Tourcoing qu'il dirigeait depuis 2014. Et invité ce matin de Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne CNews, Gérald Darmanin a redit son attachement à la République, à sa famille politique aussi des Républicains, même s'il en est de fait écarté pour avoir dit oui à l'ouverture d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Servir son pays, c'est pas se servir en blanc, c'est avoir une histoire, un engagement politique. Je suis maire de Tourcoing, une ville populaire. Mais aussi, je suis issu d'une famille, j'ai des amis et je crois en la République. Moi, je me suis engagé pour mon pays parce que je crois en la République, en sa promesse. Et aujourd'hui, voilà, quelqu'un issu La promesse est tenue. Issu d'un milieu modeste, en disant que l'ascenseur méritocratique est en panne, manifestement, j'ai pris l'escalier, comme disait l'auteur. Vous avez dit la République est belle. C'est vrai, elle est belle. Elle est belle et c'est autant de promesses pour tous ceux qui aujourd'hui connaissent des difficultés sociales, connaissent des parents en difficulté, des parents en surendettement, des problèmes dans leur quartier, des problèmes dans leur milieu rural et puis ils se disent que voilà, leurs enfants peuvent réussir. J'espère que je peux incarner un petit bout de cette promesse. Gérald Darmanin, on l'a dit, donc, qui devra passer la main à la mairie de Tourcoing. Il a un mois pour désigner un successeur. Au conseil régional, c'est déjà fait. Voyez ces images ce matin. Celui qui était le bras droit de Xavier Bertrand n'est plus vice-président au transport. Les conseillers se réunissaient en séance plénière. Les lignes vont-elles bouger à la région avec cette nomination? On écoute d'abord le président de la région et quelques élus UDI et Républicains avec Mathilde Kaczkowski et Sébastien Guirac.
Vous savez très clairement quel a été le choix de Gérald Darmanin de rejoindre le gouvernement. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui de cette décision. En conséquence, il ne sera plus vice-président de notre Assemblée. Gérald Darmanin est mon ami, il le reste. Il a fait un choix différent du mien. Il ne me représente pas au sein de ce gouvernement. Et en tout état de cause, je le dis, les travaux de notre Assemblée régionale resteront bien à l'écart des polémiques nationales et de la politique nationale. À bon entendeur. Aujourd'hui, Gérald a décidé et a accepté de faire partie de ce premier gouvernement Macron, même si je ne partage pas ce temps politique, puisque j'ai moi-même refusé d'y participer, considérant que moi aujourd'hui, ma famille d'idées avait des candidats aux législatives, que les électeurs devaient d'abord donner une composition à notre Parlement, choisir leurs députés et choisir effectivement d'exprimer comment ils voyaient la majorité législative demain, et qu'après ces élections, il faudrait regarder effectivement comment créer les conditions d'une majorité au Parlement pour accompagner le gouvernement. Un nordiste arrive au gouvernement, un autre le quitte, passation de pouvoir émouvante hier soir entre Patrick Kanner et la nouvelle ministre des Sports, la championne olympique d'escrime Laura Flessel. Voilà pour l'extrait politique. Dans le reste de l'actualité, ce fait divers à Gemont, où les sapeurs-pompiers ont découvert hier une dame de 79 ans dans le coffre d'un véhicule duquel s'échappait de la fumée. Consciente, elle a été transportée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Plus de détails sur notre site internet des Hauts-de-France, hdf.france3.fr. Sachez qu'à Boulogne-sur-Mer, le jugement a été rendu hier dans l'affaire des 4 gérants d'hôtels soupçonnés d'aider à un réseau de migrants. Un seul a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour aide au séjour irrégulier d'étrangers. 3 autres ont été relaxés. Tout autre chose à présent. Jusque dimanche, dans toute la région se déroulent les rencontres Made in Viande, des élevages aux boucheries artisanales en passant par les marchés à bestiaux. Tous les professionnels de la filière élevage et viande se mobilisent pour faire découvrir leur métier. Exemple, avant-Brechy avec Alain Méry et Julie Dubois. Il y a des tendons, il y a du gras, et tout ça, il faut absolument tout enlever, que ce soit propre, correctement jusqu'au bout. Les indications sont précises et les clients attentifs. Pour la première fois, ils ne sont pas côté magasin, mais bien dans la salle de découpe, guidés par des bouchers professionnels. On éteint la viande, on éclate les fibres. Le travail de la viande, Karine n'aurait pas imaginé que c'était si compliqué. Alors le nœud coulant, on est là. C'est comme un nœud de cravate. C'est vraiment tout un art. C'est entre le désossage, farcir, ficeler. On voit ça derrière un comptoir, mais vraiment, c'est toute une technique. Exercice pratique, cuisse de poulet farci et préparation d'un onglet, des travaux minutieux. Un onglet, tout le monde pense que l'onglet, on prend, on le coupe. Eh bien non, on le prend sur une carcasse, on va le dénerver, on va le séparer. Il y a un gros morceau, il y a un petit morceau, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, on explique au client et là il découvre qu'effectivement, il y a un savoir-faire pour travailler la viande. Laurent Rigaud n'a pas hésité à ouvrir les coulisses de sa boucherie pour les journées Made in Viande. Question de promotion de son métier, mais aussi de transparence face aux crises qui ont frappé la filière viande. À chaque fois qu'il y a eu une crise, ça a remonté d'un cran nos entreprises. Parce que vous voyez, ici on est dans une chambre froide, où il y a des carcasses visibles du magasin. On n'a rien à cacher. On fait voir ce qu'on fait, on explique aux gens et on est transparent. Le Nord compte près de 650 boucheries artisanales. C'est aussi le département qui forme le plus d'apprentis bouchers en France. Tapis rouge, paillettes et cinéma au Festival de Cannes. Les nordistes à l'honneur. Hier, on a aperçu la jeune Louane sur la scène aux côtés de Benjamin Biolay. Et c'est le film d'Arnaud Desplechin qui était présenté en ouverture. Sur la croisette, on retrouve notre star à nous, Christelle Massin. C'est à vous, Christelle.
Revue de presse après la projection du film d'Arnaud de Pléchin. Alors du côté de Télérama, eh bien, on évoque un film aigu, intense et plein d'humour. Le Monde a beaucoup moins apprécié. Il parle des fantômes d'Ismaël, confus, complexes et agaçants. Chez nos confrères de 20 minutes, eh bien, on évoque un film inabouti mais très vivant. Alors il y a bien sûr les films qui sont projetés ici et puis toute l'économie locale dans les régions là où sont tournés ces longs métrages. On s'est intéressé justement à la région Hauts-de-France. Pourquoi autant de tournages chez nous? Comment cette région est-elle devenue une terre de cinéma? Voici les chiffres clés. Une grande plage, la lumière de la Côte d'Opale. Au fil des ans, les tournages se sont implantés. Le budget d'aide à la création a même plus que doublé l'an dernier. Tourné à Dunkerque, le film de Christopher Nolan braquera dès sa sortie encore un peu plus les regards sur la région. En Nord-Pas-de-Calais, comédiens, techniciens, ils sont des centaines à vivre directement ou indirectement du cinéma. Les réalisateurs reviennent fidèlement. Ce n'est pas encore le nouvel Hollywood, mais de grands studios ont même ouvert leurs portes. De vrais studios, inaugurés par Costa Gavras. Seulement voilà, Creative Mine n'attire pas encore les grands cinéastes, les grandes signatures. Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus. La région a cru à son étoile, mais il y a aussi des ratés. Zéro financement pour l'Hermine, tournée à Saint-Omer. Fabrice Lucchini, récompensé à la Mostra de Venise, en nourrira pour le moins une certaine amertume. Des planches alors pour cette exposition-là? Notre invité ce midi sort une nouvelle bande dessinée dont on parlait à l'instant, Résilience. Bonjour Augustin Lebon et merci d'être à nos côtés. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes roubaisien, vous avez étudié à Bruxelles, à Saint-Luc. Votre tome donc parle de science-fiction. Vous nous projetez en 2068. Les terres agricoles sont accaparées par une multinationale qui contrôle toute la production. Un réseau de résistance s'organise. Qu'avez-vous voulu montrer, démontrer dans ce tome ? D'abord, c'est mon sentiment à moi sur ce que je perçois de ce qui se passe au niveau environnemental. Donc c'est d'abord parti de ce que je ressens moi. C'est plus un témoignage sur ce qui se passe aujourd'hui de mes propres émotions. Et après, évidemment, j'ai voulu alerter sur les dangers d'une agriculture intensive et qui pollue avec les pesticides. Vous aviez justement cette fibre écologiste ? Je ne l'avais pas il y a quelques années, mais j'ai vu un documentaire qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global de Colin Serrault et qui m'a vraiment percuté, on va dire. Et c'est de là qu'est née un peu ma sensibilité, on va dire, pour ce genre de sujet. Vous vous êtes beaucoup documenté. Alors ça reste évidemment très futuriste, mais des choses vous font peur. Lesquelles ? Oui, alors elles me font peur, elles me mettent en colère. C'est beaucoup de choses qui se passent aux quatre coins du monde. Donc par exemple en Amérique du Sud, il y a d'énormes champs de soja Roundup, par exemple, que Monsanto alimente gaiement. Et c'est pour nourrir les élevages de viande que nous, on consomme ici. Et ça, pour les populations là-bas, ça crée des injustices assez intolérables. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est ramener ça proche de nous dans une bande dessinée, dans une fiction qui se veut d'abord divertissante. Et si ça peut toucher un public plus large, tant mieux. Vous êtes inspiré également de ce qui se passe dans le Nord et le Pas-de-Calais, côté agricole ? Alors, je dirais que peut-être pas dans ce qui s'y passe même, parce que je ne connais pas d'agriculteurs nordistes, mais par contre, au niveau des paysages et des décors de l'album, je me suis clairement inspiré des champs, et enfin, dès qu'on sort dans la campagne du Nord, on peut trouver tous les décors de Résilience, que ce soit les terres agricoles, que ce soit les champs d'éoliennes par endroits. Donc c'est vraiment, pour ça respire vraiment le Nord. Votre première bande dessinée parlait western, Le Révérend. Le Révérend, on est passé à toute autre chose, quelque chose de plus investi. C'est le sentiment que vous avez aussi ? Oui. Alors la première bande dessinée que j'ai faite, ce n'était pas moi le scénariste. Là, c'est vraiment mon premier livre en tant que scénariste. Et c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait à cœur, donc je voulais dire quelque chose à travers ma bande dessinée. Et l'écologie est un sujet qui me tient à cœur. Eh bien, merci d'avoir été à nos côtés. Juste un mot pour vous dire que vous allez être présent tout le week-end à Roubaix, au salon de la bande dessinée, où une exposition sera également consacrée à toute cette résilience. Merci d'avoir été avec nous.
Les 20 ans du Centre d'histoire et de mémoire de la Coupole Delfaux à présent. Nos reporters de 9h50 le matin ont posé leur caméra dans ce bunker allemand. Il avait été construit en 1943 et devait servir de base de lancement des fusées V2. Elle devait détruire Londres, mais il n'a jamais été opérationnel. C'est ce que vous nous racontez ce matin, Virginie Demange. Effectivement, Céline, aucune fusée n'a jamais été tirée d'ici. Pourtant, elles étaient prêtes. Regardez ça, c'est une fusée V2, une vraie d'époque, avec l'ogive. Elle aurait dû être tirée d'ici. Nicolas Fiolet, bonjour. Mais les Alliés ont débarqué et puis le lieu était déjà obsolète en 1944. Tout à fait, oui. En 1944, quand on pense tirer les fusées V2, eh bien, il ne faut plus que 30 minutes pour mettre en œuvre un de ces missiles. Alors qu'en 1942, quand ils sont mis au point, pour tirer, il faut 6 heures. 6 heures, vous ne faites pas ça dehors, vous avez besoin d'une base lourde. Mais en 1944, c'est plus 6 heures, c'est 30 minutes. Donc 30 minutes, vous n'avez plus besoin de ces bases lourdes, vous allez faire ça de bases mobiles. Alors sur ce site, dans ce musée qui a donc été créé il y a 20 ans, il y a beaucoup de choses d'époque. Donc là, le moteur du V2, il y a toute une partie consacrée à la déportation avec des objets, des vêtements de déportés. On se trouve dans un lieu qui lui-même est réaliste. C'est important, c'est ce qui contribue à faire le succès de la Coupole Delfaux. C'est important d'avoir ces objets d'époque, d'avoir du concret. Ça ancre la réalité dans l'esprit des gens. Et le fait que ce soit ancré dans le paysage, ça fait partie de l'histoire de la région. Et tout à fait aussi. Donc de l'extérieur, on voit cet immense dôme qui surprend nos visiteurs. Et c'est vrai que ça interpelle toujours. C'est le choc quand on arrive sur le parking. Bon, alors c'est les 20 ans, il va y avoir une grosse fête. Grosse fête pour les 20 ans, les 25, 26, 27 et 28 mai, où il va y avoir des concerts, des visites guidées, un pique-nique, un bal populaire. Et puis les gens vont pouvoir profiter du planétarium qui lui fêtera ses 5 ans en juillet. Le planétarium, oui, fêtera ses 5 ans le 14, 15 et 16 juillet. Merci beaucoup Planétarium qui a accueilli l'an dernier 73 000 visiteurs, un gros succès, l'un des planétariums les plus fréquentés de France. Demain, on vous retrouve dans un tout autre endroit. Nous serons à Montigny en Ostrevent depuis un château. Vous pourrez nous y découvrir en direct dans l'émission 9h50 le matin. À demain. À demain, Virginie. Dans un instant, la suite de votre 12-13. Je vous rappelle ce qui a marqué l'actualité ce matin. Le premier conseil des ministres pour le Nordiste, Gérald Darmanin, qui s'est vu confier le portefeuille de l'action et des comptes publics. Vos prochaines infos ce soir, 19h, Virna Saki. Excellent après-midi. Plus grand, plus proche. Découvrez la météo sur France 3,